Je me souviens encore de cette journée de novembre où mon téléphone a vibré alors que j'étais assise dans mon appartement silencieux, regardant par la fenêtre les feuilles d'automne tomber sur le boulevard Voltaire. C'était un jeudi après-midi. Exactement 2 ans et 4 mois après la mort de mon mari, Henri. Le numéro était celui du Bistrot des Amis, ce petit restaurant du 11e arrondissement où nous avions l'habitude de dîner chaque vendredi soir pendant 35 ans. Madame Rousseau? La voix de Monsieur Blanc, le propriétaire, tremblait légèrement. C'est au sujet des anciennes caméras de sécurité. Nous avons trouvé quelque chose. Il faut que vous veniez. Seul. Je préfère ne pas en parler au téléphone. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui pouvait être si important dans de vieilles vidéos de surveillance? Henri était parti depuis 2 ans. Qu'est-ce que cela pouvait changer maintenant? Quand puis-je venir? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Aujourd'hui, si vous pouvez. Vers 10 à 8 heures, avant le service du soir. Madame Rousseau, préparez-vous. Ce que vous allez voir va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Pendant les 4 heures suivantes, j'ai tourné en rond dans mon appartement de 3 pièces, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai préparé du thé que je n'ai pas bu. J'ai ouvert un livre que je n'ai pas lu. Les hypothèses se bousculaient dans ma tête. Avait-il eu une liaison? Avait-il fait quelque chose d'illégal, après 35 ans de mariage, après 2 ans de deuil où je l'avais pleuré comme le mari parfait? Qu'allais-je découvrir? Henri et moi, nous étions rencontrés en 1985. J'avais 25 ans, lui 28. J'étais jeune professeur de français au lycée Charlemagne, lui ingénieur chez Renault. Notre premier rendez-vous avait été au Bistrot des Amis, par hasard. Nous y étions retournés chaque vendredi depuis, sauf pendant les vacances. C'était notre rituel sacré. Table numéro 7, toujours la même, près de la fenêtre donnant sur la rue de la Roquette. Nous avions vécu une vie simple mais heureuse. Pas d'enfants, nous avions essayé pendant des années avant d'accepter que cela ne se produirait pas. Mais nous avions l'un l'autre. Nos vacances en Bretagne chaque été, nos week-ends à flâner au marché d'Aligre, nos soirées tranquilles à lire ensemble sur le canapé. Puis, en juillet 2022, un infarctus foudroyant me l'a enlevé. Il avait 65 ans, venait tout juste de prendre sa retraite. Nous avions des projets. Voyager en Italie, apprendre la poterie ensemble, profiter enfin de notre temps. Tout s'est arrêté d'un coup. Je l'ai trouvé effondré dans notre cuisine un samedi matin. Les pompiers ont dit qu'il n'avait pas souffert, que c'était instantané. Mais moi, j'ai souffert. Chaque jour depuis, à 10 à 8 heures précises, j'ai poussé la porte du bistrot des Amis. L'odeur familière de beurre fondu et de vin rouge m'a submergé. Combien de fois étais-je entré ici, main dans la main avec Henri? Combien de repas avions-nous partagés à la table 7? Monsieur Blanc m'attendait, seul dans le restaurant encore vide. Il avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu, lors des funérailles d'Henri. Ses cheveux étaient plus gris, ses épaules plus voûtées. Madame Rousseau. Il s'est levé, maladroit. Merci d'être venu. Je ne savais pas si je devais vous appeler, mais j'ai pensé que vous aviez le droit de savoir. Savoir quoi, Monsieur Blanc? Ma voix était plus ferme que je ne me sentais. Il m'a conduite vers son petit bureau, à l'arrière du restaurant, où un ordinateur portable était ouvert sur le bureau encombré de factures et de menus. Sur l'écran, une vidéo en pause montrait la salle du restaurant, filmée d'en haut. Vous savez que nous avons installé des caméras de sécurité il y a environ 6 ans, après le cambriolage, a-t-il commencé. L'ancien système enregistrait tout sur un disque dur externe. Quand nous avons changé de système l'année dernière, j'ai mis le vieux disque dur dans un tiroir, pensant le jeter plus tard. Cette semaine, en faisant du rangement, je l'ai retrouvé. Par curiosité, j'ai voulu voir ce qu'il y avait dessus avant de l'effacer. Il a marqué une pause, cherchant ses mots. Et alors, j'ai vu Monsieur Rousseau, votre mari, sur des dizaines de vidéos. Mais pas le vendredi soir avec vous, non. Il venait ici le jeudi après-midi, seul. Chaque jeudi, pendant des années, mon sang s'est glacé. Henri venait ici sans moi? Pourquoi? Pour rencontrer qui? Montrez-moi, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Monsieur Blanc a cliqué sur le premier fichier vidéo. La date dans le coin, 14 mars 2019. L'image était en noir et blanc, légèrement granuleuse, mais je l'ai reconnue immédiatement. Henri, assis à la table 7, notre table.
Mais il n'était pas seul. En face de lui était assise une jeune femme, 25 ans, être 30, jolie, cheveux longs et bruns. Il parlait, riait. Henri avait cette expression que je connaissais si bien, celle qu'il avait quand il était vraiment heureux. Mon estomac s'est retourné. Après toutes ces années, après tout ce deuil, allais-je découvrir qu'il m'avait trompé? Continuez, ai-je dit, les dents serrées. Monsieur Blanc a ouvert un autre fichier. 21 mars 2019. Encore Henri et la même jeune femme. Cette fois, elle pleurait. Henri lui tenait les mains par-dessus la table, lui parlait doucement. Elle hochait la tête, essuyait ses larmes. Un autre fichier. 4 avril 2019. La jeune femme souriait cette fois. Elle montrait quelque chose à Henri. Des photos. Être. Il les regardait avec fierté. Il y en a des dizaines comme ça, a murmuré Monsieur Blanc. Chaque jeudi pendant au moins 3 ans, jusqu'à environ 6 mois avant sa mort. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis assise lourdement sur la chaise à côté de Monsieur Blanc. Qui est cette femme? Ma voix était brisée. Je ne sais pas, madame. Je ne l'ai jamais vue à part sur ses vidéos. Monsieur Rousseau payait toujours en liquide ces jeudis-là, jamais par carte. Il ne voulait probablement pas de traces. Évidemment. Pas de traces sur le compte bancaire joint. J'avais toujours géré nos finances, vérifié nos relevés. Je n'avais jamais rien remarqué de suspect. Y a-t-il des vidéos où on peut les voir? Je ne pouvais pas finir ma phrase. Se toucher? S'embrasser? Monsieur Blanc a secoué la tête. Non, jamais. Il parlait, c'est tout. Mais Madame Rousseau, ce n'est pas tout. Il y a autre chose que vous devez voir. Il a ouvert un autre dossier, daté du 15 janvier 2020. Cette fois, Henri était toujours assis à la table 7, mais avec un homme d'une 50aine d'années en costume. Entre eux, une mallette était ouverte. L'homme comptait des billets, beaucoup de billets. Henri hochait la tête, signait quelque chose. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. « Il vendait quelque chose? Il empruntait de l'argent? Je ne sais pas, » a dit Monsieur Blanc. Mais attendez. Il y a cette vidéo du 11 juin 2020. Sur cette vidéo, Henri était seul à la table 7. Il écrivait quelque chose, une lettre, apparemment, sur plusieurs pages. Il écrivait pendant longtemps, s'arrêtait parfois pour essuyer ses yeux. Pleurait-il? Madame Rousseau. Monsieur Blanc a tourné son ordinateur vers moi. Je pense que vous devriez regarder toutes ces vidéos. Prenez votre temps. Je vais fermer le bureau et vous laisser tranquille. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai dans la cuisine. Il est sorti, fermant doucement la porte derrière lui. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai regardé, vidéo après vidéo. J'ai vu mon mari, l'homme que je croyais connaître par cœur, vivre une vie secrète tous les jeudis après-midi pendant des années. Les rencontres avec la jeune femme se sont poursuivies. Je l'ai vue grandir, changer. Un jour, elle est venue avec un homme, son petit ami. Ils semblaient tous les 3 joyeux. Un autre jour, elle portait une robe de mariée. Enfin, elle la montrait à Henri sur son téléphone. Il souriait, les yeux brillants. Les rencontres avec l'homme à la mallette aussi se sont répétées. Toujours de l'argent échangé, toujours des papiers signés. Et puis, il y avait ces vidéos de Henri seul, écrivant, réfléchissant, parfois pleurant. La dernière vidéo datait du 3 décembre 2021, 7 mois avant sa mort. Henri était assis à notre table, seul, regardant par la fenêtre. Il avait l'air fatigué, vieux, malade, être. Savait-il déjà que son cœur le lâcherait bientôt? Quand j'ai fini, il était presque 22 heures. Monsieur Blanc est revenu doucement. « Madame Rousseau, je ne comprends pas, » ai-je dit, les joues mouillées de larmes. Qui était cette femme? Pourquoi tout cet argent? Pourquoi me cachait-il tout cela? Madame, il a dit doucement, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider. La jeune femme des vidéos. Elle est venue ici 1 fois après la mort de Monsieur Rousseau. C'était pour l'anniversaire de sa mort, en fait. Elle a demandé à s'asseoir à la table 7, a commandé 2 cafés et en a laissé un intact. Pour lui, je suppose. Elle a laissé son nom? Non. Mais elle a laissé quelque chose. Il a ouvert un tiroir et en a sorti une enveloppe. Elle a dit que si jamais vous veniez me poser des questions, je devais vous donner ceci. L'enveloppe portait simplement mon prénom. Odette. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une carte de visite. J'ai lu. Chère Madame Rousseau,
Si vous lisez ceci, c'est que vous avez découvert les jeudis de Monsieur Rousseau. Je m'appelle Sarah Dupont. Je suis aujourd'hui professeure de mathématiques au lycée Voltaire. Mais il y a 6 ans, j'étais une jeune fille de 22 ans, complètement perdue. Je ne suis pas, et n'ai jamais été, l'amante de votre mari. Je suis sa fille. Enfin, pas biologiquement, mais dans tous les sens qui comptent vraiment. Laissez-moi vous expliquer. En 2018, j'étais étudiante à la Sorbonne. J'avais grandi dans le système des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Pas de parents, pas de famille. J'étais sur le point d'abandonner mes études par manque d'argent quand j'ai reçu un mail étrange. Un homme que je ne connaissais pas, Henri Rousseau, me proposait de me parrainer financièrement jusqu'à la fin de mes études. En échange, il voulait seulement me rencontrer 1 fois par semaine pour prendre des nouvelles. J'ai cru à une arnaque, bien sûr, mais j'étais désespérée. J'ai accepté le premier rendez-vous au bistrot des amis. Quand je l'ai rencontré, il m'a tout expliqué. Lui et vous n'aviez jamais pu avoir d'enfant. Cela avait été le grand chagrin de sa vie. Il avait envisagé l'adoption, mais vous aviez des réserves. Vous aviez peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer. Il ne voulait pas vous forcer. Alors, en secret, il avait décidé de faire quelque chose. Il avait contacté plusieurs associations d'aide à l'enfance et proposé de parrainer financièrement un ou une étudiante sortant du système. C'est comme ça qu'il m'a trouvée. Mais il ne voulait pas seulement me donner de l'argent. Il voulait être présent, me guider, me donner ce qu'un père donnerait à sa fille. Chaque jeudi, pendant 3 ans, nous nous sommes retrouvés à cette table. Il m'a écouté parler de mes cours, de mes doutes, de mes rêves. Il m'a conseillé pour mes choix de carrière. Il m'a soutenu quand j'ai eu mon premier chagrin d'amour. Il m'a encouragé quand je voulais abandonner. Il était là pour la remise de mon diplôme. Il était là, en secret dans le fond de la salle, quand j'ai eu mon premier poste d'enseignante. Il était là quand je me suis mariée. C'est lui qui a payé ma robe, même si je ne pouvais pas lui demander de me conduire à l'hôtel sans révéler son existence. Vous vous demandez sûrement pourquoi il ne vous a rien dit. Il me l'a expliqué un jour. Il avait peur que vous pensiez qu'il vous remplaçait, qu'il cherchait ailleurs ce que vous ne pouviez pas lui donner. Il avait peur de raviver votre douleur de ne pas avoir eu d'enfant. Il pensait vous protéger. Mais je crois qu'il y avait autre chose. Je crois qu'il avait honte. Honte d'avoir agi dans votre dos. Honte d'avoir utilisé l'argent de votre ménage. Oh, pas beaucoup. Juste sa petite prime annuelle de Renault qu'il mettait de côté. Mais quand même, c'était un secret. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de le révéler. Les vidéos de lui seul, où il écrit. Il m'a dit qu'il vous écrivait des lettres. Pour tout vous expliquer. Il voulait vous les donner avant de mourir, quand le moment serait venu. Il ne pensait pas que ce moment viendrait si vite. Madame Rousseau, votre mari m'a sauvé la vie, littéralement. Sans lui, je serais probablement devenue une autre statistique du système. Grâce à lui, je suis une femme épanouie, mariée, heureuse dans mon travail. Grâce à lui, je sais ce que c'est d'être aimée inconditionnellement. Mais cette lettre n'est pas pour vous dire combien il était merveilleux pour moi. C'est pour vous dire combien il vous aimait. Vous. Savez-vous ce qu'il me parlait le plus pendant nos jeudis? De vous, de votre première rencontre, de la façon dont vous riez quand vous regardez de vieux films français, de votre obsession pour les croissants parfaits, de votre gentillesse envers vos élèves, de votre force quand vous avez accepté de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Il m'a dit un jour, « Sarah, je fais cela pour toi parce que j'aime être père, même en secret. Mais je le fais aussi pour Odette. Un jour, quand je ne serai plus là, tu iras la voir. Tu lui raconteras nos jeudis, et elle saura que même si nous n'avons pas eu d'enfant ensemble, j'ai quand même été père. Et être que ça lui apportera un peu de paix. Voilà. Maintenant vous savez, si vous le souhaitez, j'aimerais vous rencontrer. Pas pour remplacer quoi que ce soit, juste pour vous raconter les histoires qu'il me racontait sur vous, pour vous montrer les photos qu'il gardait de vous dans son téléphone, pour partager le père que j'ai eu et l'amour qu'il avait pour vous. Avec tout mon respect et mon affection, Sarah. Au bas de la lettre, il y avait un numéro de téléphone. Je suis restée immobile pendant longtemps, la lettre tremblante entre mes mains. Les larmes coulaient librement maintenant, mais ce n'étaient plus des larmes de trahison. C'était. Je ne savais même pas comment les nommer. Henri n'avait pas eu de liaison. Il n'avait rien fait de mal. Il avait juste donné de l'amour. À quelqu'un qui en avait besoin, parce que c'était dans sa nature de donner,
de prendre soin, d'aimer. Et il m'avait caché cela parce qu'il m'aimait trop pour risquer de me faire du mal. « Madame Rousseau ?» La voix de Monsieur Blanc m'a ramené au présent. « Ça va ? Je crois, » ai-je murmuré. « Monsieur Blanc, pourriez-vous me faire une copie de toutes ces vidéos ? » « Bien sûr, madame. Et pourriez-vous garder la table 7 libre demain soir, vers 10 à 9 heures ?» Il a souri. « Votre table sera toujours libre pour vous, madame Rousseau. » Le lendemain, j'ai appelé Sarah. Nous avons parlé pendant 2 heures au téléphone. Elle m'a raconté tout. Les conversations avec Henri, ses conseils maladroits mais sincères sur les garçons, sa fierté quand elle lui montrait ses bonnes notes, sa façon de commander toujours trop de desserts parce qu'une jeune fille doit profiter de la vie. « Il parlait de vous avec tant d'amour », m'a-t-elle dit. Je l'enviais parfois. J'aurais aimé que quelqu'un m'aime comme il vous aimait. « Et maintenant ?» ai-je demandé doucement. « Maintenant ?» Elle a ri, un peu nerveuse. « Maintenant, mon mari m'aime comme ça. Grâce à Monsieur Rousseau, j'ai appris à reconnaître l'amour sain. Il m'a montré l'exemple. Nous avons décidé de nous rencontrer le soir même au bistrot des amis, à la table 7. Quand je l'ai vue entrer, j'ai eu le souffle coupé. Elle ressemblait tellement à ce que j'imaginais qu'aurait pu être notre fille. Grande, élégante, avec ses yeux brillants d'intelligence et de gentillesse. « Madame Rousseau », elle a dit, les larmes aux yeux. « Appelle-moi Odette », ai-je répondu en la serrant dans mes bras. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a montré des photos sur son téléphone. Elle et Henri au café, riant. Une photo floue qu'elle avait prise en secret de lui lors de sa remise de diplôme. Une photo de sa robe de mariée qu'il avait tant admirée. Il avait demandé à voir la facture. Elle rit à travers ses larmes. Il trouvait que je dépensais trop. Mais ensuite, il a insisté pour tout payer. Il disait que c'était son rôle de père. Je lui ai montré les vidéos que Monsieur Blanc m'avait copiées sur une clé USB. Nous les avons regardées ensemble, elle me racontant le contexte de chacune. Ce jour-là, j'avais raté un entretien important. J'étais dévastée. Là, je lui annonçais mes fiançailles. Cette fois, je lui ai dit que j'étais enceinte. Regardez son visage. Il était tellement heureux. « Tu es enceinte ?» ai-je demandé, les yeux écarquillés. Elle a hoché la tête, les mains sur son ventre encore plat. 4 mois. C'est une fille. J'aimerais l'appeler Henriette. Si vous êtes d'accord. J'ai pleuré. Elle a pleuré. Monsieur Blanc, qui nous servait discrètement, a essuyé ses propres yeux avec son tablier. Dans les mois qui ont suivi, Sarah et moi sommes devenus proches. Elle m'a présenté à son mari, Marc, un jeune professeur de physique adorable qui me rappelait Henri à son âge. Nous avons commencé à dîner ensemble régulièrement, pas seulement le jeudi, mais aussi le dimanche. Quand Henriette est née en mai dernier, j'étais là. Sarah m'a demandé d'être la marraine. Pas officiellement, puisque je ne suis pas de la famille. Mais dans nos cœurs, tu es de la famille, a-t-elle insisté. Tu es la femme qu'Henri aimait. Ça fait de toi ma famille aussi. Aujourd'hui, à 65 ans, je comprends enfin ce qu'Henri essayait de me dire à travers ses actions. L'amour n'est pas une ressource limitée. Donner de l'amour à quelqu'un ne signifie pas en retirer à quelqu'un d'autre. En aimant Sarah comme une fille, Henri ne m'aimait pas moins. Il était simplement Henri, généreux, bon, incapable de voir quelqu'un dans le besoin sans tendre la main. J'ai retrouvé les lettres dont Sarah parlait. Elles étaient cachées dans son bureau, dans une vieille boîte à cigares. 15 lettres, datées sur 3 ans, où il m'expliquait tout, où il me demandait pardon, où il me suppliait de comprendre. La dernière lettre se terminait ainsi. « Ma chère Odette, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de te le dire de mon vivant. Mais sache que chaque jeudi que j'ai passé avec Sarah m'a fait t'aimer encore plus. En voyant cette jeune fille grandir, s'épanouir, devenir une femme extraordinaire, je pensais à quel point tu aurais été une mère merveilleuse. Je l'ai fait pour elle, mais aussi pour toi, pour honorer la mère que tu aurais pu être. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et si le destin existe, j'ai l'impression que Sarah était notre façon à nous d'être parents. Pas de la manière traditionnelle, mais peut être encore plus belle. Prends soin d'elle, si elle veut bien, et laisse-la prendre soin de toi. Ton Henri, pour toujours. Maintenant, chaque jeudi, Sarah et moi déjeunons ensemble au bistrot des amis, souvent avec la petite Henriette. Monsieur Blanc nous garde toujours la table 7. Il ne nous fait jamais payer les desserts, parce que Monsieur Rousseau aurait voulu qu'il y ait toujours trop de desserts. Et chaque vendredi soir, je viens seule à la même table,
Je commande 2 verres de vin rouge. J'en bois un, je laisse l'autre intact. Pour toi. Mon amour, je murmure. Merci pour tout. Pour Sarah, pour m'avoir montré que l'amour peut prendre tant de formes différentes. Merci d'avoir été toi. Les gens me regardent parfois bizarrement, cette vieille dame qui parle toute seule. Mais je m'en fiche. Je sais maintenant que les secrets ne sont pas toujours des trahisons. Parfois, ce sont des cadeaux qu'on découvre quand on est enfin prêt à les recevoir. Et moi, j'ai reçu le plus beau des cadeaux, une fille. Pas celle que j'ai mise au monde, mais celle que mon mari a élevée dans l'ombre, avec tout l'amour dont son grand cœur était capable. La semaine prochaine, Sarah et Marc déménagent dans un appartement plus grand, pas loin de chez moi. Sarah m'a demandé si je voulais garder Henriette les jeudis après-midi, pendant qu'elle enseigne. Comme ça, hâtée, elle dit, avec un sourire qui ressemblait tellement à celui d'Henri, on pourra continuer la tradition des jeudis. Qu'est-ce que tu en dis, grand-mère? J'ai dit oui, évidemment. Henri avait raison. Le destin existe. Et notre façon d'être parents était différente, secrète, compliquée. Mais elle était bien réelle. Et elle continue, chaque jeudi, à la table 7 du bistrot des amis, où l'amour d'un homme continue de résonner bien après sa mort, dans le rire d'une petite fille qui porte son nom, et dans le cœur de 2 femmes qu'il a aimées, chacune à sa manière, avec toute la générosité dont il était capable.